Bonjour, je vais vous parler aujourd'hui du centième anniversaire de la mort de Lénine et donc de l'œuvre de ce géant de l'histoire qui est diffamé, calomnié de toutes les façons possibles et imaginables, non seulement par les ennemis de la classe ouvrière et du communisme, mais aussi malheureusement par pas mal de gens qui se réclament du changement social. La première des choses que je voudrais dire, c'est que toute la campagne qui est lancée actuellement autour de l'inusable Stéphane Courtois, et de ces attaques fascisantes contre le communisme, eh bien, c'est que Lénine serait le père du totalitarisme. Le concept de totalitarisme est lui-même déjà très confus, puisque il tente d'amalgamer les deux adversaires qui se sont affrontés lors de la Deuxième Guerre mondiale, c'est-à-dire les fascistes et les communistes. C'est odieux parce que 27 millions de personnes ont été tuées durant la Seconde Guerre mondiale du côté soviétique pour libérer l'Europe et pour nous libérer, nous. Et il faudrait peut-être ne pas totalement oublier le mot du général de Gaulle rendant visite à Staline en 1944 dans une visite d'État et déclarant la Russie soviétique a joué le rôle principal dans notre libération. Les Français le savent. Eh bien, les Français de l'époque le savaient, mais les Français d'aujourd'hui, avec Stéphane Courtois et les médias qui le relaient abondamment de toutes les façons possibles et imaginables, ne risquent pas de le savoir. Et puis surtout, Lénine, c'est pas du tout le totalitarisme pour une raison très simple, c'est que Lénine, en tant que théoricien, après Marx, de la dictature du prolétariat, a toujours insisté sur le fait qu'elle comportait deux volets dialectiquement indissociables. Le premier volet, c'est évidemment la répression, la chaux, des menées contre-révolutionnaires, des classes dépossédées par la révolution. Quand il y a une révolution, ça veut dire qu'une classe est dépossédée, qu'une autre arrive au pouvoir. Et il y a entre elles, évidemment, un affrontement qui ne peut être que violent, du fait même de la classe dépossédée, qui ne veut pas céder ses privilèges à la majorité de la population. On l'a vu lors de la Révolution française, où les émigrés, les nobles, etc., n'ont pas accepté la Révolution. Ils l'ont combattue, y compris en s'alliant à des puissances étrangères. Et donc, évidemment, il faut que la Révolution se protège. Sinon, eh bien, on a tout simplement ce qui s'est passé au Chili, ce qui s'est passé en Indonésie, ce qui s'est passé lors de la semaine sanglante en France, à la fin de la Commune de Paris, lorsque M. Thiers a fait fusiller des dizaines de milliers de Parisiens. Il faut que la Révolution se défende. Et ça, c'est un des aspects, évidemment, incontournables de la dictature du prolétariat. Ceux qui, aujourd'hui, en pleine fascisation de l'Europe, et alors que les extrêmes droites de tous les côtés nous expliquent que tout ça, c'est du passé, sont des plaisantins. Et puis, le deuxième aspect de la dictature du prolétariat, c'est la démocratie socialiste la plus large, la démocratie prolétarienne la plus large, que ceux qui en doutent relisent le témoignage de John Reed, qui était un journaliste américain qui a participé de près aux événements de 1917 et qui relate les 10 jours qui ébranlèrent le monde. Ce ne sont pas les 10 jours de la Révolution proprement dite, ce sont les 10 jours qui ont suivi l'insurrection victorieuse du 7 novembre 1917, et où effectivement donc la question a été posée par Lénine et ses camarades. Voulez-vous du pouvoir des soviets? Voulez-vous une démocratie soviétique, c'est-à-dire une démocratie centrée sur les soviets ouvriers et paysans? Et là, John Reed nous raconte que dans toutes les rues de Pétrograd, à tous les carrefours de Moscou et ainsi de suite, il y avait des forums, il y avait un immense débat. Et pour finir, la révolution d'octobre n'a rien à voir avec un putsch, puisque c'est le congrès des soviets qui a tranché cette question, avec une majorité de gens, de députés des soviets, directement élus par les ouvriers et les soldats qui étaient le représentant armé de la classe paysanne, puisque on sortait de la guerre de 14-18, que des millions de paysans étaient armés, qui ont choisi donc d'aller dans cette voie. Et on a bien vu par la suite qu'elle était majoritaire, cette voie, parce que si elle ne l'était pas, comment est-ce que la jeune révolution prolétarienne et paysanne russe aurait-elle pu tenir bon face d'une part à la contre-révolution blanche, armée par l'Occident, et face aussi aux 14 puissances impérialistes, dont la France, qui ont tenté à ce moment-là d'étrangler la jeune république des soviets. Les rouges ont gagné, et s'ils ont gagné, c'est parce qu'ils avaient derrière eux la grande majorité du peuple qui avait sciemment, consciemment débattu de tout ça et qui tenait effectivement à ce nouveau régime
qui donnait la terre aux paysans, qui mettait fin à la guerre impérialiste et qui permettait aussi, disons, le contrôle ouvrier sur la production. Alors ça, c'est un des premiers aspects. Et puis, on sait aussi que Lénine, concernant le totalitarisme, peu avant de mourir, alors qu'il était gravement malade, a adressé au comité central du parti, plus exactement au congrès du parti bolchevique, une lettre dans laquelle il appelait effectivement à conjurer les dangers de tout ce qui pourrait survenir en termes de dégénérescence du pouvoir soviétique, et qu'il avait notamment réfléchi à la question des contre-pouvoirs, qu'il concevait l'Union soviétique non pas comme une centralisation autour de la Russie, mais comme une association libre de républiques égales en droit, qu'il concevait le comité central du parti lui-même comme devant être fortement articulé à la classe ouvrière en activité. Il demandait qu'on élise au comité central un grand nombre d'ouvriers communistes restant à la production, en quelque sorte, et il proposait également qu'il y ait une inspection ouvrière et paysanne pour contrôler l'appareil d'État largement issu du tsarisme et pour empêcher qu'il ne joue un rôle trop grand dans la construction du nouveau régime, du nouveau pays. Bon, tout ça n'a pas été suivi d'effet, mais il est absurde, il est diffamateur de dire que Lénine n'a pas vu les dangers et qu'il n'a rien fait pour les prévenir. Il a fait ce qu'il a pu alors qu'il était, je le répète, gravement malade et qu'il avait lui-même subi un attentat, qu'il avait été gravement blessé. Cela étant, nous sommes pour autant tenus, nous communistes véritables, de considérer que ce qui s'est passé par la suite, y compris à l'époque de Staline, n'a rien à voir avec la caricature qui est offerte généralement, où odieusement on met Staline au même plan que Hitler, alors que sans l'armée rouge, et il faut bien dire sans son chef, qui a tenu avec une volonté de faire aux Hitlériens, l'ancien continent, l'ancien monde plus exactement, de Gibraltar jusqu'à Vladivostok et peut-être la Chine, le Japon et ainsi de suite, passer sous le contrôle des fascistes, du fascisme, du nazisme, c'est-à-dire du plus grand ennemi de l'humanité. Donc dire que ces gens-là, qui nous ont sauvés au prix de 27 millions de morts, hein, bon, les soviétiques ont joué le rôle principal, je le répète, dans la défaite de Hitler, c'est tout simplement ridicule et odieux. Alors ça c'est donc sur le premier aspect. Je conclus sur ce premier aspect en ajoutant que dans la situation actuelle, où on voit la fascisation galopante de l'Europe avec la montée de l'extrême droite partout, les lois fascisantes adoptées, y compris par Macron et Darmanin actuellement, avec le danger de guerre mondiale qui ne cesse de monter, avec tout ce qui se passe du côté du Donbass, où depuis 2014, effectivement, les amis pro-nazis, les amis nazis, pas pro-nazis, de Zelensky, ont littéralement tourmenté, torturé la population ouvrière russophone du Donbass, avec ce qui se passe à Gaza, avec un carnage, un véritable carnage organisé par le fasciste en chef Netanyahou, et ainsi de suite. On voit bien que, bon, voilà, on a vraiment quelque chose de ridicule quand tous ces braves gens qui soutiennent ces horreurs, finalement, qui soutiennent la ruée vers l'est de l'OTAN, la revanche sur Stalingrad en fait, qui soutiennent le carnage à Gaza, viennent nous expliquer que Lénine c'était le totalitarisme. Mais c'est au contraire, depuis que l'Union soviétique est tombée, que le danger pour la paix mondiale, pour les libertés, est plus grand qu'il n'a jamais été. Il voit donc le monde à l'envers, mais c'est traditionnel dans l'idéologie. L'idéologie, nous disait déjà Marx, dans l'idéologie allemande, le livre fondateur du matérialisme historique, se représente les choses constamment la tête en bas, comme dans, disait-il, une caméra obscura. Bon, alors, ça c'est le premier aspect. Mais je voudrais être beaucoup plus offensif et ne pas simplement me contenter de défendre Lénine. Lénine n'a pas besoin d'être défendu. Nous avons besoin, nous, de nous défendre avec Lénine, en reprenant en main le léninisme. Et effectivement, en tant qu'auteur du livre Le nouveau défi léniniste, dont on ne risque pas de vous parler dans les médias, soit dit en passant, eh bien, je voudrais vous dire que ici, nous avons grand besoin de reprendre en main cette question du léninisme. Lénine, c'est ce qui nous permet effectivement de riposter au Macron et compagnie. Macron, il n'a pas arrêté de dire dans la dernière période, y compris dans sa dernière conférence de presse, qu'il fallait se réarmer, qu'il fallait se régénérer. Il parle évidemment à la classe dominante.
Ça veut dire qu'il faut être beaucoup plus dur contre la classe dominée. Et on le voit avec toutes les lois qui se succèdent, la casse des retraites, les remboursements maladie qui partent complètement en capilotade, la destruction des services publics, la fermeture de Renault-Flin, et ainsi de suite. Et donc, eux, ils sont durs. Eux, ils se réarment. Eh bien, nous devons aussi nous réarmer. C'est ce que nous apprend le léninisme. Il nous faut un parti d'avant-garde, et non pas des mouvements gazeux qui sont complètement balayés par la première brise venue de la réaction. Il nous faut un véritable parti qui nous soit capable d'être un parti de combat, un parti à la fois démocratique et discipliné, et ça s'appelle le centralisme démocratique. Il nous faut non pas faire de la politique au gré des sondages et de l'air du temps, mais véritablement faire de la politique à partir d'une analyse scientifique du moment actuel. Et c'est ce que fait Lénine. Vous savez, vous connaissez peut-être la formule de Lénine qui dit que l'âme vivante du marxisme, c'est l'analyse concrète d'une situation concrète. Et dans ce domaine-là, il était passé maître. Il nous faut reprendre une véritable analyse de classe du monde actuel, de la société actuelle. Et puis, il faut avoir des buts clairs en tête. La révolution, ce n'est pas simplement, ben voilà, je fais telle ou telle mesure, puis je joue avec le mot révolution. Non, la révolution, elle implique la conquête du pouvoir par la classe ouvrière et ses alliés. Elle implique la socialisation des grands moyens de production. Et ça va pas se faire tranquillement. Vous imaginez que les actionnaires du CAC 40 vont se laisser déposséder sans rien faire, sans tenter de démolir le pays, auquel ils n'appartiennent d'ailleurs déjà même plus, en définitive. Donc en fait, il nous faut aussi ce que Lénine appelait, et que j'ai rappelé tout à l'heure, quelles qu'en soient les formes, qui ne sont pas nécessairement les mêmes que celles qui ont été usitées en Russie, de la dictature du prolétariat, avec toujours ces deux aspects, empêcher de la façon la moins violente possible, naturellement. Hein. La violence ne vient jamais de la classe révolutionnaire, elle vient toujours des classes réactionnaires qui ne se laissent pas déposséder alors que leur tour est passé, en quelque sorte, dans l'histoire. Et il nous faut, effectivement, donc ici, la plus large démocratie socialiste, puisque le but final du communisme, c'est pas une exaltation de l'État en tant que système de contrainte ou de domination, c'est au contraire la pleine démocratie, le fait que les masses se gèrent d'elles-mêmes. C'est ce que Marx appelait l'autogestion nationale d'ensemble. Donc, pour finir, effectivement, la plus large démocratie, le plus large épanouissement des individus, mais de façon solidaire, alors que sous le capitalisme, c'est l'individualisme déchaîné. Et puis, bien sûr, Lénine, c'est l'internationalisme, c'est le créateur de l'internationale communiste, c'est celui qui a compris qu'il fallait, à notre époque, compléter la formule de Marx et d'Engels qui disait, à la fin du manifeste communiste, « Prolétaires de tous les pays, unissez-vous », par une formule plus large, qui comporte le volet anti-impérialiste, « Prolétaires de tous les pays, peuple opprimé de la terre entière, unissez-vous ». Voilà, et qui ne voit qu'à notre époque manque tristement, dramatiquement, une internationale communiste pour que les peuples puissent effectivement fédérer leur lutte, leur donner pour but un socialisme-communisme de nouvelle génération, tenant compte de tout ce qu'a pu apporter la première expérience socialiste de l'histoire, tout en tenant compte aussi des écueils qu'elle a pu rencontrer. Et donc, pour construire effectivement un socialisme-communisme qui soit, comme à toute époque, adapté à notre pays, à notre temps, aux exigences, aux problématiques de notre époque, y compris les problématiques écologiques, par exemple, pour notre époque, ce qu'avait très bien compris, soit dit en passant, Fidel Castro. Et pour finir, bien j'indique que Lénine, c'est aussi le centrage clair sur la classe ouvrière, le prolétariat, parce que c'est la seule classe qui soit capable de mener la lutte jusqu'au bout, et non pas la petite bourgeoisie qui peut être alliée, mais qui ne peut pas diriger, parce que tout simplement elle est ballottée entre la grande bourgeoisie et le peuple. S'il n'y a pas de parti ouvrier fort, d'avant-garde, etc., de parti communiste, de parti communiste de combat, comme ça a été le cas en France avec le PCF, eh bien, la révolution est mal barrée, et c'est la réaction qui gagne, ou alors, comme on l'a vu 10 000 fois dans l'histoire, et de très nombreuses fois dans l'histoire française, c'est bien la social-démocratie qui, pour finir, tombe toujours du côté de la bourgeoisie, et pour finir même, tout en employant des grands mots contre le léninisme, la violence, etc., fait acte de violence contre le peuple. Moi, je suis du bassin minier de Lens, ici, on parle encore, les anciens parlent encore de la façon dont le ministre socialiste Jules Mock, en 1948, a envoyé les tanks
dans le bassin minier pour régler leurs comptes aux mineurs en grève, avec de nombreux tués. La violence, ça leur fait pas peur, mais quand c'est du côté de l'ordre dominant, de l'ordre capitaliste. Voilà, alors, ma conclusion, c'est ne défendons pas Lénine, mais défendons-nous avec Lénine. Et retrouvons le sens d'un léninisme offensif, conquérant. Lisons Lénine, lisons son œuvre impressionnante de philosophe, d'économiste, d'historien par certains aspects, et surtout de penseur politique et de stratège. Se priver de cet appui, ça a été un acte très grave, un acte manqué terrible du Parti communiste français, quand en 1979, il a rayé de ses statuts la mention du marxisme-léninisme après avoir rayé celle de la dictature du prolétariat, puis plus tard celle du centralisme démocratique, et on voit ce que ça a donné. Ces prétendues rénovations ont en réalité désarmé la classe ouvrière en France, qui depuis lors, avec la montée de la construction européenne, cette contre-révolution à l'échelle européenne qui a succédé à la destruction de l'Europe socialiste, ne donne que des régressions sociales, ne donne que des lois de fascisation, ne donne qu'une marche à la guerre, à nouveau, une troisième guerre mondiale qui pourrait être exterminatrice pour anéantisseuse, voilà, c'est ça qu'il faudrait dire, pour l'humanité. Donc, en ce centième anniversaire de la mort de Lénine, eh bien, au nom du pôle de renaissance communiste en France, je suis fier de dire que le combat pour le léninisme continue.